Jeudi dernier, quand la Sénat leur a donné rendez-vous, c'est lui, avec d'autres personnalités qui ont représenté donc le bloc républicain. Et quand il s'est agi d'opérer au Parlement à la recherche du consensus, il était aussi de ceux qui prenaient la parole. Aujourd'hui, dans la pré-campagne, il fait partie de ceux-là qui, dans leur groupe politique, donc, devront inspirer, encadrer et accompagner plusieurs autres. André Okunlola est notre invité de ce dimanche dans cet entretien, vous le savez, qui dure 90 minutes. Bienvenue, bonjour à tous. Merci, bienvenue et bonjour à l'honorable André Okunlola. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Vous le savez, je l'ai déjà rappelé, ça dure 90 minutes, mais la première partie, 45 minutes, c'est un face-à-face entre moi et notre invité pour faire le tour de ces questions desquelles vous attendez des réponses, bien évidemment. Sa lecture propre à lui, du consensus du système partisan, de la réforme du système partisan. Comment a-t-il vécu aussi ce temps apparemment un peu difficile de la recherche du consensus? Après avoir rangé ce sujet-là, comment aborde-t-il avec son bloc, le bloc républicain, les préparatifs donc du processus, ou plutôt des campagnes à venir? De tout ça, nous allons en discuter. Mais après les 45 premières minutes, il y aura un invité surprise qui va donner sa lecture des réponses et de la présence de notre invité dans cette émission-là. Il va aussi, l'invité surprise sans doute, poser des questions. On revient dans l'entame donc de cette émission honorable. D'abord, bien évidemment, ça fait longtemps qu'on fait le débat de réforme du système partisan. Comment est-ce que vous la lisez, cette réforme-là, et qu'est-ce que vous en dites globalement que nous sommes au soir de l'opérationnalisation de cette réforme-là? Oui, merci bien, monsieur le journaliste. D'abord, je voudrais remercier toute l'équipe de E-Télé de m'avoir donné l'opportunité donc de pouvoir m'exprimer aussi à travers cette chaîne-là, donc face aux populations. Vous savez, notre pays, depuis 1990, a connu le système démocratique, donc qui est un système qui permet au peuple de choisir ses gouvernants à travers les urnes. Donc depuis 1990, nous avons fait un chemin. Et dans notre constitution que nous avons adoptée, nous avons parlé donc du multipartisme intégral donc des partis politiques dans notre pays. Ce qui fait que dans un pays comme le nôtre, qui n'a que 11 millions d'habitants, quand on fait le point, nous sommes à près de 259 partis politiques. Vous savez, donc quand on parle donc de 259 partis politiques pour une population de 11 millions d'habitants, ça me dit qu'il y a des partis politiques qui sont de quartier, des partis politiques qui sont d'arrondissement. Donc, ça devient inquiétant. Pour animer la vie politique dans notre pays, que 259 partis politiques. Et ce qui fait que, depuis 1990 jusqu'à nos jours, ceux-là que Dieu a choisi donc de prendre la destinée de notre pays, les présidents qui se sont succédés à la tête de notre pays depuis 1990, deviennent les otages des partis politiques. Parce qu'il n'y a pas un parti politique véritablement national qui porte un candidat au pouvoir. Donc, c'est à la veille des élections qu'il y a des regroupements tacites, circonstanciels, et on choisit quelqu'un, et celui-là devient l'otage, pour faire un gouvernement donc de 22 membres. Vous voyez, c'est la pluie de la bannière pour les chefs d'État. Ceux-là qui ont dirigé. En passant par Kérékou, Soglo, Yaïboni est tombé aujourd'hui sur le président Talon. C'est des problèmes, parce que chacun veut être dans le gouvernement. Quand on dit 60 partis, 80 partis, 100 partis ont soutenu un chef d'État, et il veut former un gouvernement de 22 places. Vous voyez ce que ça veut dire? Ils deviennent l'otage au lendemain de la formation donc, de ces gouvernements-là. Ceux-là même qui ont mouillé les maillots, qui ont fait, deviennent des opposants immédiatement et commencent par mettre les bâtons dans les roues. Ce qui fait que c'est pas où on a monté là, on tombe. Le développement n'est pas un problème. Le développement ne se fait pas. Ça ne se décolle pas. On va à la vitesse donc, de caméléon. Donc, ce qui fait que pour un acteur politique averti comme nous, qui observons tout ça là, qui savons que c'est le développement d'un pays qui fait le bonheur du peuple, parce qu'il a des grands défis à lever. Donc il est temps
qu'on puisse faire l'évaluation de tout ce système-là, où on a dit intégral, et on fait donc des partis, on crée des partis. Donc on a dit, bon, nous sommes arrivés à un point où il faut revoir le système partisan dans notre pays. Parce que là où ça nous conduit là, ça ne nous conduit pas à bon port. Ce qui fait que cette histoire-là a commencé depuis même le régime de fin donc, du président Yahi, où on a commencé par ruminer pour dire il faut qu'on puisse revoir le système partisan dans notre pays. Et c'est par rapport à ça qu'en 2015, quand nous avons fini les élections législatives, c'est le président Yahi qui était encore là. Donc on a fini la 7e législature, donc on a installé. Donc à l'investiture donc, de la 7e législature où le président Mbouedji est devenu président de l'Assemblée nationale, dans son discours d'investiture en mai 2015, je pense que, en parenthèse, le président Talon n'était pas encore venu. Non. Donc, le président Mbouedji a dit clairement en face du monde, dans son discours d'investiture, que il a pris l'axe de l'assainissement donc du système partisan dans notre pays, que devient urgent et devient impérieux, qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là. Et il a invité ses collègues que nous sommes, qu'au cours de cette législature de la 7e, que nous devons prendre à bras le corps ce dossier-là et pouvoir donc les gérer jusqu'à aboutir à la prise des lois qui permettront d'assainir le système partisan. C'est de l'invite du président Mbouedji. Et on l'a pris avec lui. Et c'est comme ça, après cette investiture, après ce discours, que nous avons tous applaudi. À l'Assemblée, nous avons pris l'initiative de convoquer une assise. On a fait une assise à Grand Popo, qu'on a appelé l'atelier donc parlementaire, pour réfléchir avec des sachants. Quelle est la piste de solution? On a fait le diagnostic. Quand vous convoquez, ou plutôt quand une assise est convoquée, l'atelier notamment, est-ce qu'il y avait une certaine, on va dire, unanimité dans la classe politique, oui, chez les sachants et même, on va dire, au niveau de toutes les composantes du Parlement? Et tout le monde était d'accord que le système partisan est défaillant. Nous tous, on était d'accord. On a fait le diagnostic ensemble. On a fait le diagnostic pour dire que là, on est arrivé là. Il faut qu'on puisse revoir les choses. Il faut vraiment faire l'assainissement donc du système partisan. On est tous unanimement d'accord sur ça. Donc, quand on a fait l'atelier parlementaire, on a invité les sachants pour nous donner quelques conseils juridiques. Et c'est ce qui a fait que ça a abouti à des propositions de loi que nous avons eu à faire. Les propositions de loi parlementaires. Oui, sur le code électoral, sur la charte des partis. Parce que, qu'est-ce que nous nous sommes dit quand on a fait le diagnostic? On a dit, mais si on n'arrive pas à prendre une nouvelle charte pour vraiment la création du parti dans nos pays désormais, que ce soit des partis qui ont une assise véritablement nationale, ce serait un danger pour le pays. Ce serait un danger pour la démocratie. Et c'est pourquoi la charte de 2003 qui était en vigueur, nous avons dit bon, qu'il faut faire une proposition pour l'améliorer. Et c'est pour ça que donc dans la charte là, nous avons dit dans l'article 13, et l'article 16 du moins, que désormais, pour créer un parti politique dans notre pays, il faut qu'on ait 15 membres par commune, au lieu de 10 par département. Donc nous avons 77 communes. Ça veut dire qu'avant la charte de 2003, il fallait avoir 120 membres. Parce que nous avons 12 départements et 10. Mais aujourd'hui, dans la charte, c'est la différence fondamentale qu'il y a donc dans la charte de 2003 et celle de 2018. Celle-ci descend aux communes alors que l'ancienne est au niveau départemental. Parce que c'est en descendant aux communes que nous aurons effectivement une assise véritablement nationale. Donc ça veut dire que le parti qui veut être national doit avoir ses membres partout dans les 77 communes de notre pays. Et quel est l'objectif? C'est la consolidation de l'unité nationale. Il faut que du nord au sud, de l'est à l'ouest, que le parti ait d'assises partout. Et qu'il soit Gitamari, qu'il soit Yoruba, qu'il soit Nago, qu'il soit Fon, qu'il soit Maki, qu'il soit, comment on appelle, Adja, ou bien Mina, qu'on se mette ensemble pour construire ce petit pays-là qui est le nôtre. Et c'est pour ça que nous avons dit, bon, il faut aller dans ce sens-là. Quand on a voulu adopter cette loi, on a fait un séminaire à Azalaï. Quand la proposition est faite,
On n'est pas resté cloisé donc, à l'Assemblée pour dire, bon, comme c'est la Constitution qui nous donne les prérogatives de le faire. On le fait. On le fait, non. On a dit, bon, allons-y internaliser les propositions là avant qu'on ne vote. Et on a invité toute la classe politique, la société civile. Et on a fait l'exposé donc des propositions que nous avons faites. Des recommandations étaient faites. C'était même qu'on a appelé ça mini-conférence nationale. C'est sur ces points-là. On a fait donc, les gens ont fait des suggestions. Même dans les commissions techniques qui ont été créées au cours donc, de ces assises. Il y a des collègues qui sont membres qui sont de l'opposition, qui ont présidé des commissions. Je me rappelle que Guénotin avait présidé une commission et Gab avait présidé une commission. Donc ça veut dire que c'est pour vous montrer que nous avons, de façon collégiale, étudié ce dossier-là. Et quand nous, au niveau donc de la majorité, nous avons proposé que par commune, il faut 100 membres fondateurs. C'est l'opposition qui a amendé à la dernière minute, qui nous a dit 100 là, c'est trop, mettons ça à 15. Donc ça prouve que nous avons participé ensemble et on a voté. Je vous rappelle, quand on a voté, c'est à l'unanimité des députés moins une seule abstention. Pour la charte. Pour la charte. Et c'était l'abstention, c'était Mitokwe. Donc ça veut dire que c'est de façon consensuelle que nous avons voté cette charte-là. Voilà, vous avez rappelé, on va dire, la nécessité de réformer les objectifs, mettre tout le monde ensemble, sauf que à l'application, il y a des frictions qui nous ont conduit le chef de l'État en premier donc à une exigence, la recherche du consensus. C'est là, peut-être qu'il faudra qu'on fasse encore une petite escale. Comment est-ce que vous avez vécu ces temps de consensus? Quelle était votre participation à vous? Qu'est-ce que vous avez concédé dans cette recherche de consensus? Oui, je voudrais que vous me donnez 2 minutes. Pour finir parce que l'historique en réalité. Voilà, de la maintenant, charte. Le code, le code électoral, quand on a fini la charte, il faudrait aujourd'hui revoir le code. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes au niveau du code électoral. Il n'y a pas la transparence. Et on a dit, bon, il faut la transparence. Il faut désormais que dans notre pays, quand on veut faire des élections là, qu'on n'ait plus de candidats fantaisistes. Parce que, vous vous rappelez, quand on veut faire élection législative, il y a plus de 35 listes, 40 listes qui vont aux élections. Et ça coûte sérieusement l'État. On fait 20 milliards, 15 milliards. On est parti de 3, 4 milliards, on va jusqu'à 20 milliards. Un pays comme le nôtre, qui a besoin de régler les problèmes donc, de subsistance, de survie, donc de l'école, de l'hôpital, qu'on dise que chaque année on met 15-20 milliards pour faire les élections. Donc il faut qu'on réduise le coût des élections. Pour réduire ça, donc on doit voter une loi, un code qui va permettre de réduire ça. Et en faisant quoi? 1. La charte va permettre qu'on n'aura plus beaucoup de listes. Ça va permettre de réduire la charge. 1. 2. Dans notre pays, il faudrait que désormais, en fonction du fait que nous devons prôner la bonne gouvernance, les leaders, les élites, ceux-là qui sont des responsables dans notre pays, doivent être des gens exemplaires. On ne peut pas dire que quelqu'un est honorable et qu'il ne soit pas en règle vis-à-vis du fisc. Que désormais, avant que vous ne soyez député là, il faut pas de devoir au fisc. Il faut que vous payez vos impôts. Si les petits sont les citoyens ordinaires qui font donc leurs affaires, qui sont des opérateurs économiques, chaque année, la loi les oblige à être en règle vis-à-vis du fisc. Pourquoi pas les élites? Ce n'est pas normal. Donc le code a pris ça en compte. La troisième chose que le code a pris en compte, c'est que dans l'esprit de la loi, où désormais, il faut qu'on ait un parti véritablement national et qu'on dise que le député est le représentant du peuple, est-ce que c'est normal que dans votre petit coin, dans mon petit coin de commune de Savé là, tous les gens de Savé votent pour moi et partout dans les autres communes, j'ai 0, ma liste c'est 0, 0, 0, 0. En quoi alors je suis un député national? En quoi? Alors que je dois être un député national. Donc c'est pourquoi il faut avoir une liste qui doit recueillir de voix partout. Et c'est pourquoi dans la loi, nous avons mis un seuil de 10% qu'une liste doit avoir d'abord au niveau national avant qu'on ne vous attribue le siège. Même si, alors avant, le député qui est élu, il prend seulement donc sa commune là, sa circonscription, il fait le plein et il est élu. Or, on dit qu'il est l'élu national. Non.
ça ne renforce pas la démocratie, ça ne renforce pas les partis politiques, donc la représentativité. Donc c'est pourquoi désormais, il y a un seuil national. Le seuil, nous avons dit 20%. C'est les collègues de la minorité qui ont ramené ça à 10%. Donc voilà, c'est dans l'application maintenant que quand on a voulu appliquer ces lois-là, il y a eu des frictions. Il y a eu des frictions. Mais reconnaissons que une loi qui a été votée comme ça, on a donné 6 mois pour se conformer. 6 mois. Donc la charte des partis, c'est 6 mois qu'on a donné pour se conformer. On est allé. Il y a des gens qui ne sont pas levés tôt, qui ont laissé le temps, et le temps les a surpris. Maintenant, nous sommes arrivés à un moment où nous regrettons nous déplorons du moins que, à un moment donné, quand la Sénat a publié son truc, donc des candidats, des listes qui sont donc retenues, il n'y a que 2. Et le chef de l'État, en tant que père de la nation, a dit que lui-même personnellement est dérangé qu'on dise qu'aujourd'hui, c'est les 2 listes-là qui soutiennent le chef de l'État qui vont aux élections. D'abord, c'est des listes qui soutiennent. Ce n'est pas les partis politiques du président Talon. On va revenir là-dessus. Maintenant, le chef de l'État dit, allez vous entendre pour que vous ayez un consensus. Pour pouvoir inclure. Conformément à pour pouvoir inclure un peu plus les gens dans le processus. Dans le processus. Que des listes puissent se compléter. C'est noble, ça, un père de la nation, c'est ça qu'il doit dire. Mais quand on est arrivé à l'Assemblée, conformément au protocole additionnel de la CEDEAO, qui dit dans son article 2 que si les élections dans un pays est à moins de 6 mois, avant que vous ne retouchiez donc aux règles du jeu, la loi, il faut qu'il y ait le consensus. Il faut qu'il y ait le consensus. Et c'est pourquoi, pour rechercher ce consensus, l'Assemblée nationale est le plus indiquée. Est la plus indiquée. Et c'est ça que, dans la conférence des présidents, où il y a les présidents des groupes parlementaires, il y a les présidents des commissions, il y a le bureau de l'Assemblée, on s'est réunis. Et c'est au cours donc de l'analyse, de la discussion, que nous avons abouti à la création d'un comité paritaire de 2 pour la mouvance, de 2 pour la minorité, l'opposition, et présidé par notre président, le président Adino Ngwedji, qu'on a nommé comité paritaire, qui doivent faire des suggestions, des propositions qu'on va valider et envoyer à la commission des lois pour étude. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse trouver une loi qui sera une loi consensuelle, qu'on va pouvoir donc voter, si on va agir. Et c'est ça qu'ils sont allés faire. Ils ont fait, le comité a été représenté du côté de la mouvance par le président Edji et le président Kassa Barthélémy. Du côté de la mouvance, du président Gaba et du président Eric Ndédé, chapeauté par notre président de l'Assemblée nationale. Ils ont fait le travail. Ils ont trouvé un consensus à 3 niveaux. Qu'ils ont signé, ils ont paraphé tout, et ils ont fait une lettre, ils ont signé tous. Et c'est ça qu'on a demandé quand ils sont venus nous présenter ça. On a dit, bon, il faut aller, président de l'Assemblée, comme c'est vous qui êtes désigné, aller interroger les 10 partis politiques qui sont impliqués dans le processus électoral là. Que voilà la proposition que du comité ad hoc paritaire, et ils vont donner leur avis. On est surpris que c'est au cours, donc le 2e jour, que ceux-là même de la minorité là, de l'opposition là, ils ont recusé leur signature. Pour dire que ceux qui ont accepté le travail qu'ils ont fait là, qui ne sont plus d'accord, et ils ont écrit Garba avec et Moudete ont recusé pour dire qu'ils ne sont plus, parce que au niveau donc de la minorité, au niveau de l'opposition, quand ils sont allés rendre compte, puisque monsieur le président Gamba et le président Moudete sont tous du FCBE. Donc les autres maillons, comme RE de l'opposition, ils les ont sermonné pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec cette proposition-là, pourquoi ils ont accepté. Bon, donc ça veut dire qu'on constate qu'au niveau de l'opposition, le consensus n'est même pas fait autour du travail du comité paritaire. C'est là où le problème a commencé. Et quand ça a commencé ainsi, quand ils ont fait ça, ils ont déposé,
Le président nous a dit, on a dit, bon d'accord, suite à la rencontre avec les différents partis politiques, le président de l'Assemblée remet encore une autre loi qui n'a pas été même du tout discutée avec le comité paritaire. Et on a envoyé ça en commission des lois. La commission des lois a pris et a constaté dans les débats que la loi que nous recherchons aujourd'hui, qui est une loi dérogatoire, c'est une loi qui doit avoir le consensus, que ce soit de la minorité, que ce soit de la majorité, pour qu'on vote ça dans un large consensus. S'il n'y a pas de consensus, ça veut dire que la loi ne passera pas. Donc, c'est-à-dire le préjudiciel, c'est le consensus d'abord. Et nous avons constaté au niveau de la commission que la loi qu'ils ont proposée, parce qu'ils ont mis le travail consensuel de côté, et ce qu'ils ont proposé là, qu'est-ce que ça dit? L'article 1er dit ceci. L'article 1er dit que tout de suite là, que le ministre de l'Intérieur doit délivrer le certificat de conformité à tous les partis. À tous les partis. Et que s'il y a des pièces à compléter, qu'ils vont compléter ça après les élections législatives. Nous on dit, mais ça c'est une injonction ça. Comment nous, l'Assemblée, on va se lever, on dit qu'on tient, c'est un truc consensuel, on va dire, bon, monsieur le ministre, on ne peut pas faire ça. Ça là, ce n'est pas une loi consensuelle ça. Et c'est ça qu'on a discuté, on ne s'est pas entendu. Et la commission a dit... La commission des lois. La commission des lois dit, plénière, nous nous remettons à vous. Parce que la plénière est souveraine. Nous ne pouvons pas nous entendre sur... On n'a pas eu le consensus. Et la plénière, on a fait un débat, et chacun avec ses positions tranchées. La plénière a constaté que ce que la commission dit là est vrai. Il n'y a pas de consensus. Donc la plénière a pris acte. Justement, avant de vous laisser poursuivre, c'est vrai que vous avez semblé démontrer que voilà, les problèmes ont commencé avec les postures de la minorité. Mais quand on voit aussi la majorité à un moment donné qui ne se presse pas de faire des propositions, elle n'est pas demandée, la majorité, c'est ce qu'elle répond. Et à des moments donnés aussi en plénière, fixe certaines limites où elle ne peut pas faire des concessions. Est-ce que il n'y a pas à laisser entendre, à laisser penser que vous n'avez pas suffisamment donné aussi? Non, mais vous avez raison pour cette question-là. Mais je vais vous dire quelque chose. Nous sommes députés de la majorité. Nous avons voté une loi ensemble. Nous avons voté les deux lois ensemble avec nos collègues. C'est dans l'application, parce qu'on n'a pas toute la volonté donc d'appliquer la loi, et on va rebrousser chemin. Si on nous demande, il y a des dispositions qu'il faut prendre pour qu'on puisse traverser la crise. Nous, on est d'accord pour ça. Mais qu'on dise, au même moment, à l'Assemblée, là, les deux lois, là, on doit mettre ça de côté. On doit dissoudre l'Assemblée. Quelqu'un qui cherche le consensus parle comme ça. Quelqu'un qui recherche le consensus, là. C'est ça le consensus. Quand on nous demande, quand vous dites que c'est nous qui faisons le dilatoire, mais ceux-là même de l'opposition, vous avez vu, la démocratie c'est quoi? La démocratie c'est la loi de la majorité sur la minorité. La minorité qu'aujourd'hui on est bon dans notre pays, comme notre pays, le Bénin, a toujours trouvé donc des voies et moyens pour sortir de la crise. Et on est en train de rechercher, nous qui sommes de la majorité, on est en train de rechercher avec eux les solutions, les pistes, que ce soit la minorité maintenant qui dit ça là pour dire que ce que vous avez fait là, vous devez d'abord renier ça. Est-ce que cette condition-là, est-ce que ça permet qu'on aille au consensus? Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, quand on a fait le comité paritaire, où ils sont allés jusqu'à s'entendre sur un certain nombre d'actes qu'il faut poser, est-ce que c'est normal que la minorité sorte pour dire, non, ce n'est pas nous qui avons proposé ça, c'est eux-là qui ont proposé. Un truc que vous avez signé collégialement. Est-ce que c'est bon que la minorité se lève pour dire que non, peuple, nous on n'est pas dedans, c'est pas nous, c'est les autres qui ont fait. Et vous voulez qu'on ait quel consensus avec ça? Nous on ne fait pas de dilatoire, nous on est concret, on a dit, nous sommes prêts à aller avec vous. Mais dans le sens que, il ne faut pas qu'on nous demande de mettre de côté la loi que nous avons votée. Parce que mettre ça de côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, depuis 3 ans, les lois que nous avons votées, ou
On a demandé aux citoyens que désormais, que nous avons constaté dans notre pays, que les grèves tuent le développement dans notre pays. Et que nous avons réglementé ces grèves-là. Les citoyens là ont accepté, la loi là est appliquée. Et c'est appliqué. Mais pourquoi c'est maintenant au niveau donc des politiques que parce que c'est nous là, comme c'est nous qui votons là. Donc c'est arrivé à notre niveau maintenant, on a dit non, comme c'est à notre niveau là, il faut qu'on arrête ça et retourner en arrière. C'est de l'injustice ça. C'est dans un pays normal, dans un système démocratique normal, on ne peut pas se comporter comme ça. Et c'est pourquoi nous on a dit, on ne peut pas aller dans ce sens. La réforme, c'est la réforme. On doit s'habituer à ça parce que force doit rester à la loi. Ce n'est pas parce que c'est nous qui votons que nous ne devons pas appliquer ce que nous avons voté. Maintenant, le constat de l'échec donc de la recherche de consensus, qui tenait cher au chef de l'État, qui d'ailleurs a répété les rencontres, a fait pas mal d'efforts visiblement remarquables. Hein. Le constat de l'échec est là. Pratiquement, on a rangé les contacts et les échanges autour de ce sujet-là. Et ça dit que finalement, le contact aussi avec l'opposition en vue peut-être d'améliorer les choses, soit de façon antérieure ou même, on ne sait jamais, le miracle peut toujours venir. Est-ce que ça dit que c'est fini, vous ne parlez pas de ce sujet-là? Non, vous savez, c'est pour parler de ce sujet, c'est nous-mêmes qui avons signé ensemble la convocation donc de la section extraordinaire, qui a duré 15 jours. C'est vous-même qui l'avez refermé? Non, ce n'est pas qu'on l'a refermé, c'est la loi qui referme. Puisque ça ne peut pas dépasser 15 jours. Et tout le monde connaît ça. Que si vous ouvrez une session extraordinaire sur un sujet, 15 jours après, que vous finissez ou pas, 15 jours après, on ferme. Ce n'est pas qu'on a fermé par manque de volonté. Mais après 15 jours, ça doit être fermé. Mais pendant les 15 jours-là, que ce soit les collègues de la communauté, que ce soit nous, on connaît cette règle-là, puisqu'on est à l'Assemblée. Mais les derniers jours, le vendredi, nous avons dit aux collègues, c'est le lundi que nous allons fermer. Comme la loi consensuelle, la loi que vous avez donnée, vous avez amenée, vous avez mis de côté consensuel le travail du comité paritaire. Et on ne s'est pas entendu, on a rangé de côté. Le président de l'Assemblée a pris sur lui de ramener les résultats donc, du travail donc, du comité paritaire le vendredi matin. On a dit bon, alors allons-y alors. On va signer pour porter ça. Mais ils ont dit qu'ils vont aller à Cotonou. Le vendredi matin. Le vendredi matin, ils vont aller à Cotonou. Oh, ils savent que c'est le lundi qu'on va fermer, qu'on va clôturer. Qu'ils vont aller demander encore. Et qu'est-ce que le président de l'Assemblée a amené le jour-là? C'est les propositions du comité paritaire. Que même, ils ont pris déjà, ils sont allés déjà discuter avec les leurs. Donc, ce n'est pas un nouveau test. Et on a dit, mais pourquoi vous allez repartir encore à Cotonou? C'est quelque chose que vous avez déjà discuté avec eux. Dites-leur que c'est le même travail du comité paritaire là qui est revenu. Pourquoi vous voulez aller encore à Cotonou? Ils ont dit non, obligation, ils doivent aller prendre la ville. Ah bon, d'accord. Le président a dit blessez-les alors. On a dit bon, nous, c'est aujourd'hui qu'on doit finir ça. Parce que le lundi, on clôture. On a insisté. Et on est allé jusqu'à dire, même s'il faut rester jusqu'à 2h du matin et finir, on va le faire. Mais la nuance, puisque quand ils disent ça au peuple, ils trompent le peuple avec ça. On n'a pas dit qu'on va les attendre qu'ils reviennent à 2h du matin. Puisque quand ils vont revenir là, il y a une procédure. Nous sommes allés, on a apporté la loi. Le président va convoquer la plénière et il va affecter à la commission des lois. Et on va suspendre. La commission des lois va aller s'asseoir, se réunir et étudier les 3 lois. Pour lundi seul, c'est... voilà. Donc, jusqu'à ce qu'on finisse les 3 rapports et qu'on vienne commencer, ça veut dire qu'on ne finirait même pas si c'est avant 4h du matin. Mais jusqu'à 19h, ils n'ont pas fait signe de vie. Or, en partant, ils avaient déjà dit que c'est lundi. Or, ils savent que c'est lundi qu'on clôture. Donc, ils vont continuer avec le week-end à continuer le dilatoire. Nous, on a compris que c'est le jeu politique, c'est le dilatoire qu'ils veulent continuer à faire parce qu'ils veulent pousser jusqu'au point où on va dire, bon, là, on est arrivé là. La Sénat n'est plus en mesure d'organiser les élections pour qu'on rentre donc dans le vide juridique. Nous, on ne va pas permettre ça. C'est pourquoi à 19h, on a rompu. Donc, on a constaté
nous avons constaté que le consensus n'a pas pu être obtenu à l'Assemblée nationale. Voilà ce qui s'est passé. Voilà, on a moins d'une vingtaine de minutes, environ 15 minutes pour revenir sur les conséquences de cet échec-là, les conséquences directes. C'est qu'on constate effectivement que la Sénat n'avait jamais freiné la gestion du processus électoral et que forcément il fallait donc mettre au devant de la scène la Sénat, histoire c'est que la feuille de route électorale se déroule comme prévu initialement. Et là, vous étiez jeudi dernier à la commission, justement, au siège de la commission électorale nationale autonome pour les tirages au sort. Ceci dit, vous êtes pratiquement en pré-campagne. Dites-nous comment est-ce que ça maintenant, au sein de votre famille politique, comment est-ce que ça se gère? Sérénité ou avec gros regret quand même d'un rendez-vous manqué où il y aura plus d'adversité? Non, je vous remercie d'abord. Je voudrais quand même vous dire que quand vous dites que la Sénat a freiné. La Sénat a freiné. Malgré tout. La Sénat a freiné. Mais la Sénat est là pour appliquer les lois. Les lois en vigueur aujourd'hui par rapport à l'organisation donc, des élections, c'est le code et la charte des partis. Donc c'est le code électoral là. Donc d'autant plus que de l'Assemblée nationale, on n'a pas pu sortir un consensus pour trouver donc, une disposition particulière pour organiser les élections de 2019. Mais la Sénat n'a pas le droit de s'arrêter. La Sénat, donc, c'est que elle, c'est la loi qu'elle applique. Donc, puisqu'on n'a pas ramené notre loi, elle est obligée donc de continuer donc, à appliquer le texte en vigueur qui est le code électoral. Ça, c'est la preuve. Mais la Sénat a ralenti. Elle a ralenti pour voir peut-être que, par miracle, le consensus sera fait pour que le tirage qu'on a fait le jeudi là, si le miracle était le jeudi, si le miracle était fait, si on avait eu le miracle, ça veut dire que il devait avoir plus de listes. Donc ça veut dire qu'on ne pouvait pas faire ça à deux. Donc c'est pourquoi il ralentissait. Mais quand la Sénat a constaté que le consensus n'y est pas, donc ça veut dire que la Sénat doit continuer avec la procédure habituelle qui est son calendrier initial et réaménager. Bon, maintenant, dire que quel est notre état d'âme, nous déplorons, c'est ça le problème. Nous déplorons que nous soyons deux listes à aller. Nous déplorons. Mais ce que je voudrais que le peuple sache, c'est que ce qui se passe là, c'est légal. C'est légal, non? Ce n'est pas légal. C'est légal. Mais on déplore. Mais puisque le consensus n'y est pas, à l'impossible, l'une est tenue. C'est légal. Mais c'est qu'on veut rendre ça plus légitime pour qu'on ait plus. Mais on a cherché donc des voies et moyens. Et on nous a distraits tout le temps. Mais ce que vous ne savez pas, posez-vous des questions concrètes. Quand on a fait ces deux listes qui sont sorties, comment se fait-il que ceux-là qui sont de l'opposition aujourd'hui là, ils disent, on a dit, le chef de l'État, père de la nation dit, bon, cherchez donc des voies et moyens pour qu'on puisse avoir un consensus, pour qu'il y ait plus donc de listes de partis qui participent aux élections. Est-ce que pour ça là, est-ce que c'est pour ça que l'opposition va dire, ah non, si on doit chercher la solution là, il faut d'abord une assise nationale. Une assise nationale. Vous savez ce que ça veut dire? 1. 2. Il faut dissoudre la Sénat. Il faut enfermer les gens de la Sénat. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, on demande de les enfermer. Il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Il faut mettre carrément de côté les lois en vigueur. Tout ça là, ça veut dire quoi? C'est qu'ils veulent remettre en cause le système de talon. C'est qu'ils veulent remettre en cause le pouvoir de talon. C'est qu'ils veulent qu'on retourne derrière. C'est qu'ils veulent qu'on dise, ah, on est allé à l'assise nationale, donc voilà, avec ce que Talon fait là, on va faire un gouvernement d'unité nationale. Quelles sont aujourd'hui les institutions de la République qui ne fonctionnent pas? Vous connaissez là. Toutes les institutions de la République fonctionnent régulièrement. Qu'est-ce qui va nous conduire à l'assise nationale? On a besoin de l'assise nationale pour améliorer le taux de participation des partis politiques. C'est la distraction pure et simple. Donc, l'opposition avait un autre objectif que nous-mêmes, on a compris. Et on ne pouvait pas se laisser aller nous conduire au gouffre
Parce que nous sommes dans un pays démocratique. Le président Talon a eu le mandat du peuple pour 5 ans. En 2021, le peuple aura l'occasion de se prononcer pour choisir son prochain président. Voilà. Donc, on ne peut pas, le pays n'est pas en crise, les institutions de la République fonctionnent normalement. Nous, on ne pouvait pas leur permettre de dire qu'on va aller dans ce sens-là. Voilà pourquoi. C'est le regret que nous avons ça. C'est le regret, c'est notre état d'âme que nous vous exprimons là. Donc, c'est ça le problème. Mais aujourd'hui, comme force doit rester la loi. Et donc, on est au-dessus. On est au-dessus de la loi. Nous, c'est avec sérénité que nous continuons. C'est avec sérénité que nous continuons donc le processus électoral. Parce qu'il ne faudrait pas créer le vide juridique dans notre pays. On a déjà dépassé ça. Donc c'est avec sérénité. Et c'est avec sérénité que nous sommes allés. Nous sommes allés donc pour aller choisir notre position au niveau donc de la Sénat. Et au niveau maintenant donc du bloc républicain. Nous nous préparons activement. Nous allons partir sur le terrain pour aller expliquer aux populations pourquoi nous sommes arrivés là, donc à la phase préélectorale là. Nous allons partir expliquer aux gens que non, ce n'est pas que c'est Talon qui ne veut pas. C'est les gens qui ne se sont pas conformés. C'est les gens qui n'ont pas donné les papiers qu'il faut pour aller aux élections. C'est le vrai problème, ça. Est-ce que vous pensez que quand on dit aujourd'hui là, mais, par exemple, FCB n'a pas déposé, c'est le président Talon qui lui a dit de ne pas déposer. Il essaie de déposer, non. Donc, c'est le vrai problème, ça. Donc, il faut aller expliquer au peuple pour dire que nous sommes sereins. Ceux-là qui ne vont pas aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu appliquer les nouvelles règles. Si vous ne voulez pas appliquer les nouvelles règles, alors que vous avez 6 mois pour ça, c'est la faute de qui? L'autre élément, sans doute sur lequel vous allez devoir répondre aux interrogations, aux questionnements aussi de ceux à qui vous allez parler, c'est sans doute la nature même des deux partis en compétition. Sont-ils des frères siamois en tant que parti? Sont-ils des amis? Et quel match allons-nous jouer, un match amical où il y aura vraiment confrontation? Merci bien, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, je crois que c'est le moment pour moi d'expliquer une chose. J'entends ces deux partis privés du chef de l'État. C'est une fausse de la politique, ça. C'est une fausse déclaration. Le chef de l'État n'a pas un parti privé. Le chef de l'État, d'abord, n'est pas membre de notre parti Bloc républicain. Et je crois qu'il n'est pas membre de l'UP. Le Bloc républicain, c'est un parti politique qui regroupe 70 partis politiques. Et près de 109 mouvements et associations que nous sommes regroupés. Nous avons dit, moi que ouais, là, ici, j'étais président d'un parti politique. J'ai laissé. Et j'ai dit, bon, je rentre dedans. Le président Abdoulaye Biochane, je n'avais aucun trait de commun avec lui. Mais en fonction donc de l'esprit que nous devons créer des partis véritablement nationaux, on s'est mis ensemble. 70 présidents se sont mis ensemble pour dire, bon, nous créons un parti politique. Et nous l'avons fait avec 109 mouvements. Comment aujourd'hui l'État doit assister les citoyens pour que vous là, si vous êtes un maçon, que votre formation, que votre moi-même, que vous puissiez transcender et exprimer de quoi vous êtes capable pour créer la richesse. Est-ce que malgré cette ambition affichée, effectivement, de faire de la cohésion nationale une réalité, même chez les acteurs politiques, donc malgré cette vision-là, on peut se dire que le Bloc républicain a des possibilités un jour de dire non au chef de l'État? Est-ce qu'il y a indépendance vis-à-vis de lui, sans langue de bois? Vous ne me laissez pas finir. Je vais vous expliquer. D'accord. J'ai dit que notre idéologie, c'est aujourd'hui, comment nous allons veiller à ce que l'État puisse appuyer, que l'individu, le Béninois, puisse dans ses actions montrer quelle est sa capacité intrinsèque afin de créer sa richesse, de créer autour de lui donc son savoir-faire. Parce que dans la vie, le monde là, il a toujours de l'égalité. Donc tout le monde ne peut pas avoir les mêmes. Mais dans son domaine là, qu'il puisse créer sa richesse. Donc que l'État veille à l'appui pour ça. Ça, c'est notre idée. Mais tandis que les progressistes, ils autres disent, même si c'est une petite classe qui produit la richesse, il faut partager. Vous avez vu que c'est... Vous êtes, on va dire, plus de la droite que les progressistes. Voilà, donc c'est pour dire que
Vous avez vu que déjà, donc, la tendance qu'il y a. Maintenant, ce qu'on veut faire, les élections là, c'est ça qu'on appelle derby. Si quelqu'un, c'est un derby qu'on veut faire là, ce n'est pas un match amical. Chacun doit pouvoir montrer ce qu'il est capable. Parce que si quelqu'un pense que c'est un match amical, il se trompe en politique. Il n'y a Vos pas objectifs vis-à-vis de ce parti, en face, c'est quoi? L'écraser ou... Non, vous savez, quand on va à un match, c'est de gagner. Nous, on veut gagner, on veut terrasser l'UP. On va les terrasser, c'est ça le problème. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas si... Je ne connais pas votre âge, mais l'élection donc de 28 avril, ce serait comme un match dragon-requin. C'est comme, vous rappelez dans les années 80, quand on dit qu'il y a un match dans le championnat national, on dit dragon-requin, c'est ce que ça veut dire? Ça, c'est un match sérieux. C'est un match de derby. C'est ce match de derby que nous ferons le 28 avril. Personne ne fera le cadeau à l'autre. Et c'est le résultat qui montrera qui est fort. Contrairement à ce que les gens disent que c'est quel match amical. Mais maintenant, pourquoi ce n'est pas un match amical? Comme je vous l'ai dit, dans tout pays du monde, il y a des partis qui soutiennent les actions du gouvernement. Aujourd'hui, le seul trait commun que nous avons avec l'UP, c'est que nous soutenons les actions donc, du gouvernement Talon. Les idéologies divergent. Les idéologies divergent. Et aussi, en soutenant les actions, pour répondre à votre question, le bloc républicain aujourd'hui est prêt à soutenir toute action conforme aux idéaux de la population. S'il y a des actions qui ne sont pas conformes à l'intérêt général, nous allons dénoncer. Même parce que c'est Talon-là, on va dénoncer. On va se démarquer. S'il y a des actions que le gouvernement Talon pose aujourd'hui qui est contraire à l'intérêt général, le bloc républicain sera le premier à sortir pour dénoncer ça. Il y a en une minute, parmi les griefs, ou plutôt les signes que les gens indiquent pour montrer que le match sera amical, comme une certaine répartition, selon les gens, comme une certaine répartition donc, de l'espace au niveau des deux blocs. Un bloc un peu plus au nord ou au centre, l'autre un peu plus dans le sud. Est-ce que cette vision-là des choses est vraie? Elle est erronée. Pourquoi elle est erronée? Parce que le bloc républicain, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, il s'est erroné. Je prends le cas de la 10e, où je suis. Demandez aux gens. C'est un derby entre Agua et moi, toujours. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et vous pensez que c'est aujourd'hui qu'on va saisir ça? Demandez aux populations que entre Agua et Okunola, c'est toujours le derby. Et c'est le derby qui va se répéter le 28 avril. Donc c'est une fausse histoire, ce que vous dites là. C'est un derby qui commence ça. Donc ce que vous dites, ce n'est pas vrai. Ce que les gens disent là, ce n'est pas vrai. Vous savez, vous pensez que dans le mono aujourd'hui, dans le Koufo, qu'un honorable Bangba ne va pas vouloir être élu. Vous allez penser qu'un honorable Essou ne va pas vouloir être élu. Ah non, il va se battre pour être élu. Ou bien ma soeur, Aladja Chanou. Ce n'est pas une question de région. C'est des partis véritablement qui ont des assises nationales. Et si vous prenez ça, si vous connaissez bien l'histoire de notre pays, l'histoire politique de notre pays, quand vous prenez les deux blocs aujourd'hui, les 80% donc d'hommes politiques de notre pays sont répartis dans les deux blocs. Ceux-là qui ont été des acteurs clés donc de la vie politique nationale, ils sont répartis dans les deux blocs. Pourquoi on va dire alors que c'est le parti du président Talon? La campagne, on ne perd rien de la saveur des campagnes, des saveurs ordinaires. Pas du tout, pas du tout. Au contraire, vous allez voir. Au contraire. Voilà, on a banalement, honorable, déjà égrené les 45 premières minutes. Vous connaissez le principe de l'émission, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un vous rejoint et quelqu'un que forcément vous ne connaissez pas. Différence d'âge obligée et aussi, sans doute aussi, différence de profession et de on va dire, de niveau d'activité aussi oblige. Donc, nous allons accueillir l'invité surprise qui va, comme nous l'avions indiqué, donc, jeter son regard sur votre participation dans cette émission-là. Et pourquoi pas poser des préoccupations. On va l'installer.
la deuxième partie de cette émission avec la surprise de l'émission qui accueille bien évidemment l'invité surprise Benjamin Avlessi. Bonjour. Bonjour. Honorable Benjamin Avlessi est un analyste politique discret dans son coin. Il observe pratiquement tous vos pas. Il a des connaissances même dans votre circonscription électorale parce qu'il s'intéresse à la chose politique, mais aussi parce qu'il a passé du temps un peu à côté, on va dire, de cette zone-là qui intéresse l'honorable. On va l'entendre donc analyser votre prestation, mais surtout poser ses préoccupations. Benjamin, 15 minutes pour tout faire. Merci. Merci à l'honorable. J'ai suivi l'honorable avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Je voudrais que l'honorable, en dépit de tout, me permette d'être très sincère, d'utiliser les mots justes, de les prendre comme étant des mots qui ressortent d'une analyse et qui permettront de lui montrer le visage réel de ses propos. Et l'autre élément, je voudrais aussi spécifier aux gens que mes propos ici n'engagent que moi. Ce n'est la responsabilité de personne, qu'on n'aille pas coller mes propos à un X ou à un Y. Je sais de quoi je parle, donc, et puis ceux qui vont le faire aussi vont comprendre pourquoi je l'ai dit. Honorable, oui, vous avez parlé, que vous avez dit, et vous avez bien su nous rappeler que depuis 1990, nous avons commencé la démocratie, on a opté pour un nouveau système qui permet d'avoir le multipartisme et autres, et que dans ce multipartisme-là, il y avait de grands nombres de partis en ce moment-là. Alors, pourquoi est-ce qu'il y avait autant de partis en ce moment-là? Moi, je crois que vous devez partir de ces questionnements pour vous dire, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant de partis en ce moment-là? Pour qu'il y ait autant de partis en ce moment-là, c'est simple, c'est la guerre des intérêts. Premier élément. Deuxième élément, c'est cette manque de confiance qu'il y a entre un individu X et un individu Y. Je prends un exemple. Je suis de la région Savalo, je suis de Savalo, je suis de la 9e, très proche de la 10e, très fréquent dans la 10e. Et moi, je suis un Béninois, je le dis toujours, puisque j'ai grandi pratiquement au nord. Alors, quand les gens se mettent ensemble et qu'à un moment donné, les intérêts deviennent divergents, dès lors, chacun prend son manteau, va de son côté et se dit, je peux me créer aussi un parti et me dire, oui, étant leader du parti, alors ce serait mieux de faire avec moi. Parce qu'en fait, une chose est claire. Le jour où on va inviter les têtes à discuter, que vous soyez tête d'une fourmi ou tête d'éléphant, vous serez présent autour de la table. Mais si on invite les têtes à discuter et que vous êtes la queue de l'éléphant, vous n'y participerez pas malheureusement. Vous avez beau faire être la queue d'un animal géant et tout, mais vous ne serez pas là. Mais la tête de la fourmi serait présente parce qu'elle représente une tête. Et dès lors, les gens se disent, étant donc tête, étant donc responsable d'un parti, parce qu'en fait, pendant longtemps, nous n'avions pas de parti politique au Bénin, ça il faut le dire. Qu'est-ce qu'on appelle parti politique? Il n'y a pas de formation politique, il n'y a pas des gens, vous ne formez pas des gens, vous ne cadrez pas des gens, vous ne conduisez pas des gens comme cela se doit, non. Il y a un responsable, l'honorable Okonola, André, oui, responsable de son parti politique, président a tout fait. Il sort l'argent de sa poche, il finance tout. Quand il y a un meeting quelque part, l'organisateur, celui qui est le secrétaire, attend que l'honorable, il dit, ben non, mais l'honorable ne vous a pas encore appelé, l'honorable n'a pas encore fait ci, n'a pas encore fait ça. Et donc, le président, le premier responsable du parti, devient l'homme à tout faire. S'il devient donc l'homme à tout faire, quel compte pourrait-on lui demander après? Qui va lui demander alors le compte? Alors, et quand il fera tout seul, quelle est l'idéologie de ce parti-là qui ne permet pas aux membres du parti de cotiser de l'argent, de cotiser pour la vie du parti? Ça n'existe pas, malgré le nouveau système qui existe. On ne me dira pas que ça existe. Je ne voudrais pas dire certaines choses ici, mais je dis, puisque vous avez un parti politique et vous ne cotisez pas, vous n'avez donc pas, vous perdez votre voix. Vous n'avez pas l'autorité qu'il faut pour dire, on a cotisé ensemble, on l'a fait ensemble. Et puisqu'on l'a fait ensemble, il faut que ce qui ressort de cela nous soit donc partagé. Non, il n'y aurait pas ça. L'honorable va continuer de vivre seul, étant président. Qu'on appelle le président de l'Assemblée, Maître Mbedi, sera en train de vivre seul la présidence du PRD pendant longtemps, et ainsi de suite. Les partis politiques qu'on a au Bénin n'ont pas des militants, ils n'ont que des votants. Qu'on avait ou continue. Qu'on a aujourd'hui, n'ont que des votants, ils n'ont pas de militants. Parce que, en fait, avoir des militants et des votants, c'est deux choses différentes. Quand on a des militants, c'est que des gens ont leur carte de membre de parti, ils assistent régulièrement aux assises du parti, ils participent à la vie du parti, ils vont au congrès, ils vont en formation, par exemple, pour ne citer que ces éléments-là. Combien, aujourd'hui, de partis politiques au Bénin peut, la main sur le cœur, dire, moi, parti politique, j'ai environ 10 000 militants. Je n'ai pas dit votants, je dis 10 000 militants.
Les votants, c'est peut-être nos parents qui, pendant longtemps, étaient des illettrés. Et puis, c'est l'honorable, c'est le fils qui vient de Cotonou, qui nous a amené un peu du maïs, qui nous a donné peut-être 1000 francs. Qui nous a donné peut-être 1000 francs quand un enfant était malade ou quand on avait enterrement de notre grand-mère. Il est venu nous donner une enveloppe. Et puis, donc, il faut l'applaudir, il faut l'accompagner. C'est ceux-là qu'on a. De là, peut-être poser la première question à l'honorable. De là, peut-être, moi, je vais vous poser la première question. Honorable, vous, aujourd'hui, de tout ce qu'on a, de tout ce qui a été réorganisé, est-ce que vous pensez réellement que le système partisan actuellement organisé vient régler les problèmes de l'ancien système partisan? Merci bien, monsieur le journaliste. Non, merci, monsieur Avlessi. Excusez-moi beaucoup. Votre question est pertinente. Vous savez, vous avez fait le diagnostic. Parce qu'on vient de loin. Ce n'est pas tout de suite là qu'on va régler tous les problèmes, donc l'état de ce système-là. Les résultats ne vont pas se constater tout de suite. Les résultats ne vont pas se constater tout de suite. La preuve que ce que vous venez de dire, c'est vrai. On avait des clubs électoraux. Ce n'est pas des partis politiques. Avec président de club alors. Avec le président de club. Et c'est la vérité, il faut reconnaître ça. Je ne peux pas dire ça. C'est des clubs électoraux que nous avons. Et la formation au sein de ces partis politiques-là n'existait pas du tout. Donc si les gens n'ont pas le militantisme, ils ne savent pas ce qu'on appelle le militantisme. C'est le tout-puissant président qui a son entreprise, c'est lui qui fait tout. Ça, c'est la vérité. Et aujourd'hui, le système partisan, ce que nous voulons faire, ça va dénoncer un certain nombre de choses qui a commencé. Je prends un exemple. J'ai été président du parti tout-puissant entreprise. Je n'ai plus cette possibilité-là dans le bloc républicain. Les questions de positionnement ne se posent pas. C'est vous qui avez votre parti. Donc, mais là, aujourd'hui... Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Donc, je ne peux plus se lever aujourd'hui et dire que « Ah, Jacques, tu ne peux pas aller. Julien, tu ne peux pas. » C'est dire un grand pas. La deuxième chose, c'est qu'avant qu'on ne forme ce bloc républicain, chacun a laissé de son moi pour dire « Bon, au lieu qu'on ait 50 000 présidents, puis le Benoît aime qu'on l'appelle président. On a laissé ça. C'est dire un autre pas. La troisième chose, c'est que le bloc républicain qui est créé aujourd'hui, on a créé ça avec des membres fondateurs, plus de 6800 membres fondateurs, qui ont leur carte. Et quand on a fini ça, on a cherché à avoir des adhérents avec des cartes, pour que désormais, dans les tests que nous avons pris au niveau donc de ces partis-là, pour que désormais, si par exemple à Savais, je ne fais pas le militantisme, je ne forme pas mes gars, pour que demain là, que la représentation, donc par exemple à Savais, soit plus forte qu'à Glasgow, c'est en fonction des efforts que je ferai, c'est en fonction de ces efforts-là que j'aurai la récompense. Et c'est cet esprit-là qu'on veut cultiver. Donc je ne peux pas dire aujourd'hui que tout de suite là, ça ne fait pas que 6 mois qu'on va de commencer cette réforme-là, mais on est déjà sur le chemin. On est déjà sur le chemin, surtout que si on continue comme ça, et on va jusqu'à voter la loi qui va permettre que demain, que ça soit donc, les partis politiques soient financés. Donc véritablement, ça veut dire que personne ne se dira plus que c'est ma propriété. Donc c'est la propriété d'un ensemble. Et il y aura donc des programmes clairs de militantisme. Surtout, les accents seront mis sur donc, les formations donc, de ces militants-là. Et le militantisme sera une réalité. On ne peut qu'encourager ça. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, on n'est pas sur le chemin. On est sur le chemin. Il y a aussi un autre point que Benjamin a soulevé, c'est le fait qu'avant, la confiance, les questions de manque de confiance... Non, ça là, je vous ai dit, c'est clair. C'est pourquoi on a des milliers donc, de présidents. Vous savez, on est méfiant. Le Benoît ne fait pas confiance à surtout dans le milieu politique. Et il a bien caricaturé la chose. Et c'est vrai. C'est-à-dire, si aujourd'hui on doit appeler des gens pour une assise, mais il faut qu'on m'appelle. Parce que M. Avlessi, je n'ai pas confiance en lui. Quand il ira là-bas, est-ce qu'il va chercher à préserver mes intérêts propres à moi? C'est la lutte des intérêts. Alors c'est facile maintenant de cohabiter avec... C'est très facile maintenant de cohabiter. Vous savez pourquoi c'est facile de cohabiter? Parce que vous n'irez pas là-bas aujourd'hui seul. C'est des courants. Et dans les courants, donc il faut faire de telle manière que tous les courants soient représentés. Et on devient... Donc c'est dans l'unité qu'on devient fort. C'est dans l'union qu'on est fort. Et je crois que ce qu'il dit, c'est pour régler ça.
que nous pensons qu'il faut encourager. Autre préoccupation. Alors, autre préoccupation, l'honorable dans son développement a dit que c'était le président de l'Assemblée, Maître Adrien Ngouedji, qui avait eu l'ingénieuse idée de nouveaux systèmes partisans. Mais bon, dites-moi, pourquoi lui, il n'est pas rentré dans un bloc et a voulu garder le PRD? L'honorable disait que dans son discours d'investiture... Oui, déjà, dans son discours d'investiture, que c'est lui qui a mis l'idée. Pourquoi lui? Et il n'a pas voulu entrer dans un bloc et a voulu garder son indépendance malgré tout. Est-ce que ce n'est pas une question de peur ou ce n'est pas une question de disparaître après ou disparaître pendant peut-être 15 ans ou 20 ans ou dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Non, moi je crois que ça là c'est clair. C'est-à-dire le président Ngouedji, vous savez, il a montré que le PRD est le plus grand parti national. Pour lui, le président Ngouedji était dans un otage, il est pris en otage par ces gars qui surestiment déjà le PRD, qui ont surestimé le PRD par rapport au système qu'on avait. Sinon, il a fait le premier pas. Il devait être dans le bloc républicain. Mais c'est les conditions dans lesquelles il devait venir. Je vais vous dire pourquoi. On a dit que pour créer donc le bloc républicain, on aura un bureau exécutif de 17 membres. De façon provisoire. Et dans ça, on a regardé toutes les tendances qui étaient donc dans ce bloc républicain. On a donné 4 au PRD. Et le PRD a vu que c'est insuffisant. Si on lui donne 4, ça veut dire que les 13 autres là, il ne va pas les maîtriser, qu'on peut prendre des décisions contre lui. C'est ça qui a fait que le PRD est sorti. C'est pour vous rejoindre, pour dire que c'est ça la vérité. Aujourd'hui, je voudrais que vous posiez la question au président Ngouedji. Quel est le point qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui comme point par rapport à ça? Il a suffi qu'il pense que donc si lui les 4, il sera minoritaire, que ses intérêts ne seront pas sauvegardés, et il a reculé. Donc voilà le problème. Or, il a été au cœur. Il a été le premier qui a lancé dans son discours d'investiture. Et pire, mon frère, c'est que c'est lui qui a été le président de l'Assemblée, qui a coordonné, c'est autour de lui que tout ça a été fait. Que ce soit les ateliers, que ce soit les séminaires, y compris la plénière qui a voté la loi. C'est lui qui a été l'auteur principal. Benjamin, la dernière préoccupation. Ma dernière préoccupation par rapport au consensus qui a échoué, on aurait eu ici la chance d'écouter un opposant. On a tous suivi les débats. Je ne voudrais pas revenir sur un certain nombre d'éléments sur lesquels l'honorable s'est attardé. Bon, chacun tire le drap de son côté pour montrer que c'est comme une vendeuse de pain qui allait chercher le pain à 5 heures jusqu'à 10 heures vous dira mon pain chaud. Bon, ça veut dire qu'il faut faire du marketing. L'honorable a défendu les intérêts du bloc républicain et donc de la majorité présidentielle pour nous montrer qu'eux, ils ont fait ce qu'ils peuvent. On aurait eu une autre option de droit ici à un opposant. Bon, moi, j'aime pas l'opposant. Aux minorités pour qu'eux aussi nous donnent aussi les choses. Mais par contre, je voudrais demander à l'honorable, je voudrais d'abord vous dire quelque chose. Les tests d'un regroupement ou d'une association sont remises en cause le jour même déjà de l'adoption de ces tests-là. On peut venir adopter un test et sur le champ constater qu'à ce niveau-là déjà, il y a des insuffisances à ces tests-là sur le champ. Et pourtant, les tests viennent d'être écrits, l'association vient d'être créée, mais les tests sont remis en cause déjà au même moment, le jour même de son adoption. Alors, je ne suis pas contre qu'on demande aux députés de payer le fils qui refuse. Si quelqu'un refuse de payer le fils en tant que député, qu'il aille s'asseoir chez lui. Il n'a pas envie d'être député. Le certificat de conformité est devenu une pièce maîtresse à quel moment exactement de la période électorale? Et ce certificat de conformité, quelles sont les exigences pour lesquelles, jusqu'aujourd'hui, il y en a qui disent qu'ils se sont déjà acquittés des devoirs pour l'avoir. Ils ne l'ont pas eu. Le quitus fiscal. Il y en a qui ont payé tout ce qu'ils doivent et pourtant, jusqu'à date d'aujourd'hui, ne l'ont pas. Et par contre, il y a des gens du camp présidentiel qui le déposent le matin. On vous appelle le soir, à 20h, à quelle heure, je ne sais pas, on vous envoie un message pour vous demander de venir chercher votre quitus. Et dans le même moment, au même moment du moins, les autres qui sont en face du gouvernement ne sont pas en train de l'avoir. Est-ce que cela ne donne pas d'une mauvaise foi ou de la cachetterie ou du faux, carrément? Bon, réaction de l'honorable par rapport à tout ça. Merci beaucoup, M. Ablessi. Parce que ce que vous dites là... Vous entendez ça aussi ailleurs? C'est tous les jours qu'on entend ça. Mais ce que vous ne mettez pas dans votre analyse, c'est que le Benoît est fort dans l'intoxication. C'est ce qu'on s'est fait, ça. Moi que vous voyez ici là.
avant que je ne puisse prendre mon quitus fiscal, c'est d'appuyer de la bannière. Je vous jure sur tout. J'ai fait des jours. Si je vous raconte, si ce n'est pas au plateau, je vais vous raconter ça. Des jours, on ne peut pas pouvoir prendre ça. Si vous avez suivi notre collègue, Agbe Sola, comment il s'appelle, Agbe Sessi, ou bien... Oui, je l'ai suivi. Vous qui était suivi? Obligé d'être à la Sénat à 23h50 avant que le... Voilà, vous avez suivi, non? Oui. Il est de la mouvance. Donc, et Benoît aussi a parlé, il a dit que lui défie quiconque, puisqu'il est de là-bas. Quiconque, ce que vous avez dit là. Donnez la liste de ceux-là qui ont fait, qui ont eu solde zéro, qui n'ont pas eu. Pourquoi on ne dit pas les noms? Pourquoi on ne dit pas les noms de ceux des opposants? J'ai bien envie de citer des noms ici, mais puisque je ne les ai pas avertis, je me garde de citer des noms ici, parce qu'en fait, par rapport au paiement... Parce que ce qu'on vous dit là, c'est du faux. C'est du faux, c'est pas vrai. Ah bon? C'est du faux. Parce que, et je vous dis aussi, qu'il y a des collègues qui sont de la mouvance qui n'ont pas eu. Beaucoup même. Beaucoup qui n'ont pas eu. Donc, c'est pas vrai. Parce qu'il y a beaucoup qui ne pouvaient pas payer. Et ils avaient tellement de biens matériels qu'ils pensez n'ont pas que pu payer. et peut-être qu'ils étaient en train d'attendre l'appui du chef de l'État, qui n'a pas pu malheureusement les aider. Voilà. C'est une possibilité. Non, voilà. Vous êtes tombé dedans. Ça veut dire que le président Talon est impartial. Sinon, dans d'autres habitudes qu'on avait, quelqu'un qui soutient le chef de l'État. Même sans que... On va lui amener ça à la maison, non? Mais il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas eu parce qu'ils soutiennent le chef de l'État, parce qu'ils n'ont pas payé. Moi, je sais ce que le chef de l'État nous a dit. C'est vous qui avez voté la loi. Vous devez vous conformer. Ça, il n'y a aucun problème. Donc, ne cherchez même pas mon intervention. Il nous a dit ça. C'est pas que je livre les secrets de Dieu. Donc, non, le chef de l'État, il a dit il a dit clairement pour aider à la voie. Par contre, il peut financer à l'aider à la voie. Et pourquoi il n'a pas... Ça, on n'en a pas. C'est une possibilité. Oui. En tout cas, moi, il ne m'a pas financé. Bon, peut-être pas vous. Peut-être que d'autres collègues, vous savez que... On n'en a pas... On n'en a pas... La façon dont je connais le chef de l'État, là, il ne ferait pas ça. Le coup de pouce du chef de l'État, le coup de pouce du chef de l'État pour le quitus fiscal, ça, on n'en a pas les... Pour le chef de l'État... Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas de preuves. Pour le chef de l'État, on est dans des pour le chef de l'État, les citoyens sont égaux vis-à-vis de la loi. Voilà, Benjamin Avlessi face à l'honorable Okunlola. Mais le temps, vraiment là, parce qu'on devrait avoir 15 minutes après, mais là, il n'en reste que 10. Parce qu'on a fait banalement 20 minutes dans ce face-à-face-là. Merci à Benjamin Avlessi. On va quand même réserver les 10 minutes à notre honorable pour terminer son émission à lui. Merci d'être passé, porter un regard dans ce qu'a produit notre honorable et aussi poser des questions à la prochaine. J'espère que nous aurons encore un autre acteur pour lequel votre présence, on va dire, sera nécessaire. On n'en manquera pas. Merci infiniment.
C'est la troisième et dernière partie de notre émission après l'invité surprise qui a surpris, bien évidemment, l'honorable André Okunlola, surpris parce qu'il a vécu et vit même très proche de sa circonscription, en maîtrise les exigences. Mais nous allons revenir justement à votre circonscription, votre rapport avec cette circonscription-là. Quel est le degré de l'adversité là-bas, malgré que ce soit les deux listes qui sont en course? Vous l'avez déjà un peu évoqué, mais on va y revenir. Avant, vous teniez beaucoup à répondre à Benjamin Avlessi, malgré son absence, sur l'aspect du certificat de conformité, effectivement, qui a animé, on va dire, les débats. Oui, merci bien, monsieur le journaliste. Je crois que c'est le temps qui n'a pas permis que je puisse lui dire que le certificat de conformité dont on parle, ça se dit comme si c'est une invention. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas du tout une invention. Allez lire l'article 19 du Code, qui dit de la charte, qui dit que si on fait les formalités et qu'il y a un parti politique qui n'est pas conforme par rapport à la nouvelle charte, le ministre de l'Intérieur lui envoie une lettre motivée pour lui signifier la non-conformité de son parti par rapport à la nouvelle règle. Quand il y a non-conformité, il doit avoir attestation de conformité. Il doit avoir un papier qui atteste que donc ce n'est pas conforme. Pourquoi on parle comme si il n'y a rien de tout de ça dans la loi? Allez lire l'article 19. Donc ce n'est pas une pièce inventée par la Cour. C'est de fait, quoi. Ceci dit, l'intervention de la Cour. Je viens. L'intervention de la Cour est logique. Parce que le calendrier électoral est venu. Et c'est le 26 février que la Sénat ferme. Mais c'est le 17 mars que normalement tous les partis politiques doivent se conformer à la nouvelle loi. Donc il reste encore quelques jours. C'est-à-dire que par ces exigences, la Sénat, elle, bouclait, clôturait, ou si vous voulez, fermait son portail, alors même que les partis avaient encore du temps pour se conformer. Oui, mais le problème c'est ceci, c'est que les élections ne vont pas se tenir entre le 26 février et le 17 mars. C'est après le 17. C'est après le 17. Si c'est après le 17, quel est le statut du parti qui va aller alors aux élections le 28 avril, au lendemain du 17? Sans entre-temps avoir pu peut-être, on va dire, se faire à jour. Voilà, c'est le problème ça. Si on ne prend pas une mesure comme ça, parce qu'on est rentré dans le décalage, si un parti va prendre son ancien statut là, pour dire que lui va aux élections, alors qu'à partir donc du 17 mars, le statut là n'existe plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire qu'il faut qu'il se mette à jour quand bien même il reste du jour. Il faut qu'il se mette à jour pour que, au lendemain du 17 mars, que ce soit le statut de la nouvelle loi, puisque la loi dit que, après le 17, que donc, tout ce qui a été abrogé. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça qui a fait que la Cour dit, attention, il faut quand même qu'on ait un certificat de conformité pour prouver effectivement qu'on est déjà en règle. C'est le problème, ça. Et c'est le calendrier électoral qui a imposé ça. Puisque la Sénat, dans le même code, le code dit il faut 2 mois, jour pour jour, 60 pour jour, ou bien 45 jours, jour pour jour, la clôture donc du dépôt de candidature et à la date du départ, donc de la campagne. Vous voyez, non? Donc, c'est 15 jours la campagne. 45 jours avant la date du début de campagne, plus les 15 jours, ça fait 60 jours. Donc, il faut finir de déposer les dossiers 60 jours avant le jour du scrutin. La Sénat ne peut pas ne pas appliquer ça. La Sénat ne peut pas violer ça. Donc, malheureusement, la Sénat veut appliquer ça. Et voilà que le délai qui court pour donc, le statut donc, ne finit pas. Il faut quand même qu'il ait un papier qui atteste que vous vous êtes conformé, conformément à l'article 19. Donc, je ne vois pas pourquoi on en fait un problème. C'est de la mauvaise foi, ça.
Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que non, c'est la Cour qui a inventé, la Cour qui a fait ceci. Et c'est pour aller dans le sens donc du... Vous voyez, notre pays, on a un problème. La Sénat, c'est une institution qui fait des délibérations. Qui s'assied, qui dit, bon, écoutez, nous avons mis 2 équipes techniques pour recenser les dossiers. Avec toutes les insuffisances. Et ils se sont dit, au début, ils ont pris des principes de délibération. Toutes les listes qui vont commettre des fautes qui doivent lier à la non-application de la loi, ça là, on sanctionne. Mais toutes les fautes qui ne mettra pas en cause la loi, on ferme les yeux. Principe de base avant d'aborder l'étude proprement dite, avant d'aborder les rapports. Et ils ont dit, quand vous oubliez de signer, par exemple, une procuration, et l'autorité administrative a déjà signé, on ne peut pas éliminer à cause de ça. Mais si vous ne mettez pas votre procuration dedans, ça enfreint déjà la loi. C'est éliminatoire. C'est éliminatoire. Quand vous prenez le PRD, dans l'équipe technique là, ils ont eu 17 points comme ça qu'on les a soulevés. Mais c'est 5 qu'ils ont retenus. Donc c'est pour toutes les listes qu'il y a donc ce principe-là a été appliqué. Mais quand on a voulu dire, on a dit que c'est parce que nous on est pouvoir du talon qu'on nous a fait faveur et les Bénins ont commencé par dire faute mineure, c'est la vérité ça. Où est-ce qu'on va avec ça? Maintenant, honorable, on a sans doute très peu de temps. Revenons à vous personnellement. Comment est-ce que vous vous préparez au challenge qui se présente à vous dans votre circonscription électorale et quels sont vos rapports maintenant avec la base? C'est comme ça, vous dites, vous, acteurs politiques, avec la population. Oui, merci beaucoup. Ce que je voudrais dire, moi, je suis serein. Et comme je vous l'ai dit, c'est un derby. Donc, nous avons une non progressée en face, c'est le collègue Agua qui est là-bas, donc qui incarne donc cette liste. Comme toujours, le derby aura lieu. Ça là, c'est clair. Mais ce que je sais, vous savez, ces derniers mois, il y a eu trop d'intoxication. On a voté trop dans les réseaux. Et je sais pourquoi. Je sais d'où ça vient. Je sais d'où tout ça vient. C'est une conspiration. Ce n'est pas la réalité du terrain, ça. La réalité du terrain ailleurs. Moi, je suis toujours présent chez moi. Je suis toujours là. Et je vais sur le terrain. Donc, tout ce que vous entendez dans les réseaux là, tout ce que vous voyez là, c'est des conspirations. Vous allez voir au soir du 28 avril ce qui va se passer. Vous verrez. Ça là, c'est clair. Vous allez voir au soir du 28 avril. Donc, moi, je suis serein. Et je sais que mon peuple ne m'a pas rejeté. Mon peuple ne peut même pas me rejeter. Parce que je suis proche de ce peuple-là. Je sais que le défi que nous avons à relever, c'est des défis énormes. Et je ne crois pas que si on est vraiment un peuple, on est soucieux donc du développement de notre peuple, de notre région, qu'on ne puisse pas donc agir afin que les grands défis qui sont en face là, qu'on puisse commencer par les éliminer. Bon, quel péché aurait commis si aujourd'hui je dois apporter un plus au développement de ma localité? Quel péché j'aurais commis? Donc, je crois que le reste, c'est la jalousie, c'est la haine. Et c'est ça qui nous caractérise. Ça nous caractérise. Et c'est le Béninois qui est ainsi. Vous ne voyez pas? Le Béninois est prêt à applaudir à un étranger que d'applaudir à son frère. Mais nous sommes comme ça. On est obligé de l'accepter. Donc moi, je n'ai pas peur. Je suis serein. Et à la 10e circonscription, le 28, vous allez voir. Si je vous dis que le 28, moi je sais que c'est le bloc républicain qui va prendre le dessus. Ça là, je le sais. Vous avez déjà été aux joutes électorales où vous aviez votre propre club, votre propre parti. Je ne veux pas caricaturer votre propre parti. Aujourd'hui, effectivement, vous y allez dans un groupe. Les choses ont déjà commencé dans l'ambiance et dans les choses. C'est quoi la différence? Non, la différence, c'est qu'il faut reconnaître que
il y a plus maintenant donc, d'acteurs avec qui il faut composer. Les gens peuvent aller vous donner un coup de main, par exemple. Oui, il faut composer. Vous ne pouvez pas vous lever, décider Seul, avec votre petite. Vous ne pouvez pas décider seul. Il faut donc des concertations avec les autres acteurs. Et afin que. Et moi, ce qui me rassure, c'est que l'union fait la force. Donc, ce que vous pouvez faire seul avant, que vous soyez 2, 3, 4 pour le faire, c'est plus facile. Et deuxième chose, on dépense moins. Parce que si c'est toi seul avant, tout repose sur toi. Mais aujourd'hui, toutes les dépenses. Aujourd'hui, on est plusieurs acteurs et ça va permettre d'abord de réduire la tension qui existe. Si hier, j'avais 15 personnes en face de moi et qu'on ait pu réunir 10, on ne peut plus venir me dire que tel a dit tant, tel ceci a dit tant. Puis on est ensemble. Quand je prends le collègue Degla, on ne peut pas venir me dire aujourd'hui que Degla allait parler mal de toi. Ah ouais, c'est. Parce qu'ils savent qu'on est ensemble. Vous voyez? Donc, c'est une bonne chose. Ça va permettre aussi à nos populations qui hier donc trouvaient ces astuces-là pour nous diviser, donc de revoir leur position et de revenir sur terre pour qu'on puisse rester dans l'harmonie. C'est pas dans l'harmonie et dans l'union qu'on peut lutter contre le développement, qu'on peut lutter contre la pauvreté de moins. Donc, c'est ça le vrai problème. Donc, c'est pourquoi moi, je crois qu'un parti véritablement fort comme le Bloc républicain, aujourd'hui, nous sommes premiers, on doit démontrer au soir du 28 avril que véritablement le Bloc républicain est le parti fort et le premier parti national dans notre pays. Maintenant, on va ressortir de votre circonscription dont vous nous avez parlé et parler de l'ambiance de ces temps-là. Effectivement, avec parfois des gens qui, presque à la limite, incitent à la violence, si vous voulez, dans leur discours, dans leur posture. Les gens qui se sentent lésés, sans doute. Et voilà. Comment vous répondez à ça? Quel discours vous opposez à ça pour que les choses puissent aller sereinement, pour que le 28, qu'au soir du scrutin, le Béninois retrouve sa fierté de toujours s'en sortir quand il y a des difficultés? Non, d'abord, moi, je voudrais dire à ceux-là qui incitent à la violence que c'est qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Parce que quand la guerre commence, on ne sait pas quand ça finit. Et vous-même qui incitez à la violence, là, vous n'êtes pas épargnés. C'est ça le vrai problème. Si on aime le pays, là, si on aime sérieusement ce pays-là, moi, je leur demande donc de ramener la balle à terre. Être député n'est pas une fin en soi. Être député n'est pas une fin en soi. Et la vie continue. Et je souhaiterais que même qu'ils fassent leur autocritique pour qu'ils sachent que ce n'est pas volontairement qu'on a demandé qu'ils ne partent pas. Ils n'ont qu'à situer les responsabilités à leur niveau pour dire, je suis sûr qu'ils doivent situer les responsabilités pour savoir que voilà ce qui s'est passé. Et ils le savent. Donc, avec ça, qu'ils sachent qu'ils ont une part de responsabilité, même si c'est les petites là, une part de responsabilité dans leur situation. Donc, cela devait les obliger à ne pas inviter le peuple pour qu'ils aillent à la violence. Quand on demande le peuple d'aller à la violence là, mais vous avez entendu ce que les gens disent. Leurs enfants sont là pour aller à la violence. On va tuer les Béninois pour rien. On n'a pas besoin de ça dans notre pays. Donc, il faut la paix. Il faut qu'il y ait la paix dans le Bénin. Si aujourd'hui vous n'êtes pas d'accord, et comme l'a recommandé les institutions de la République, on doit continuer la discussion. Ce n'est pas les élections législatives seulement qui vont marquer la fin du Bénin et de la démocratie. Il y a 2020, il y a 2020 qui est derrière là, 2021. Donc je crois que je vais inviter ceux-là qui incitent à la violence de ramener la balle à terre. Du nord au sud, de l'est à l'est, nous sommes des Béninois, des frères. Le Bénin là nous appartient tous. Donc l'une ne peut dire aujourd'hui que le Bénin m'appartient seul. C'est pour nous tous. On a besoin de préserver ce pays-là pour les générations futures. Parce que les gens ont préservé ça pour nous. Nous avons le devoir de préserver ça pour les autres. Et il ne faut pas se faire héros dans des situations confuses. C'est une honte qu'on dise que moi j'invite les gens à la guerre. C'est la honte. Il faut que les gens revoient leur position pour qu'on sache que dans une famille, il y a toujours des moments où on ne s'entend pas, mais on doit s'asseoir et discuter et trouver des solutions. On ne prend pas en même temps le couteau, bien
donc la hache pour dire, bon, il va charcuter. Si vous charcutez là, on va vous charcuter aussi. Et c'est quand on va finir donc de s'entretuer, qui ne changera pas le cours des choses, ça n'améliorera pas les conditions de vie. Au contraire, ça va empirer. Donc c'est pourquoi j'invite les uns et les autres au calme. Et inviter les populations, ceux-là qu'on veut manipuler, pour dire, bon, on va vous donner de l'argent, vous sortez. Il ne faut pas que les autres mettent leur vie en danger. Ceux-là qui appellent aujourd'hui, là, c'est ceux-là qui avaient gouverné hier. Quand ils avaient gouverné hier, là, et ils ont eu les conditions, là, ils n'ont pas pensé à eux. Et c'est pourquoi je vais loin. Et c'est ça la vérité. Quand on avait dit, quand dans ce pays, le président Talon est venu avec les réformes, la toute dernière fois, le gouvernement a multiplié les péages là par 2. De 500, c'est devenu 1000 francs. Il n'avait pas les partis d'opposition là dans le pays. Pourquoi on n'a pas appelé les gens à la révolte? Si effectivement c'est pour le peuple qui sont là. Pourquoi ils ne sont pas levés en ce temps pour appeler le peuple à la révolte? Mais parce qu'aujourd'hui, ça touche les propres intérêts des petites classes, de l'élite, de l'opposition là. On veut mettre le peuple dans la rue. Quand on avait dit, bon, il n'y a plus... Je laisse même comme ça. Je laisse comme ça, je ne vais pas aller loin. Mais je voudrais dire à la population que le fait qu'on les invite aujourd'hui à aller dans la rue, c'est pour régler leurs problèmes d'intérêt. C'est pourquoi aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, donc ils ne pourront pas aller aux élections pour devenir députés. On veut les manipuler pour qu'ils aillent dans la rue, qu'on les tue. J'invite la population à ne pas céder à ça, à ne pas se faire manipuler, parce que c'est de notre pays qu'il s'agit. Tout ce qu'on a là, on va commencer, on va tout détruire. Et un petit pays comme le nôtre, qui n'avons pas de ressources, on a besoin de préserver le peu d'acquis que nous avons là. Et vous voyez que le gouvernement continue donc de pouvoir faire les choses pour la paix et que nous puissions survivre. La pauvreté, c'est quelque chose qu'on peut combattre. Ce n'est pas avec la guerre qu'on combat la pauvreté. Voilà. Honorable André Okulola, on va se projeter vers 2021. Imaginons un scénario où le chef de l'État n'adhère pas au bloc républicain, c'est son droit, où il est candidat, s'il finit de son mandat, il remet encore en jeu son candidat et il se positionne. Est-ce qu'il y a des possibilités d'imaginer un candidat de votre bloc face au chef de l'État? Non, d'abord, ce que je voudrais vous clarifier, c'est que le bloc républicain aura son candidat en 2021. Déjà. Ça, c'est clair. Maintenant, qui sera le candidat? Notre loi ne dit pas nécessairement que celui qui sera le candidat donc, du bloc républicain là, doit être nécessairement donc membre du bloc républicain. Mais ce qui est sûr, le bloc républicain aura son candidat. Le cas que vous venez de citer, si en notre sein, il y a donc des collègues, des candidats, des camarades qui ont l'ambition et que le bureau politique donc décide de les présenter, on va les présenter contre le président Talon. Mais si le bureau politique décide pour dire, bon, à l'étape actuelle des choses, nous ne sommes pas en mesure donc de choisir un des nôtres, on peut soutenir, on peut dire, bon, on peut investir donc le président Talon externe. Ça peut être le président Talon, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais ce qui est sûr, le bloc républicain aura son candidat en 2021. Vous êtes deux partis politiques à soutenir le chef de l'État. Les deux partis politiques sont en lice. Vous êtes définis comme étant de la droite, fondamentalement, les autres de la gauche. Est-ce que cette position-là vous fait un peu plus un parti plus proche que l'autre du chef de l'État? On le sait, homme d'affaires, potentiellement donc aussi de la droite. Est-ce que c'est quelque chose qui vous rapproche un peu plus de lui? Non, moi je vous dis que nous avons créé notre parti, ce n'est pas en fonction de la position du chef de l'État. Parce que vous envisagez ça parce que c'est le parti Talon qui est là aujourd'hui. Et si demain c'est un autre? C'est ça le problème. Donc ne collez pas ça à la personne du président Talon. Nous avons créé notre parti avec une vision claire. Il faut que chaque Benoît puisse s'exprimer. Il faut qu'il puisse exprimer toute sa potentialité. Mais l'État doit veiller à l'appuyer pour qu'il puisse s'exprimer sa potentialité et créer sa richesse. L'émulation des talents. L'émulation des talents. C'est ça notre option. Et ce n'est pas parce que c'est le président Talon. Ça peut être quelqu'un d'autre demain. Nous avons choisi notre option. Donc,
Ce n'est pas lié au président Talon. Donc c'est pour vous dire que le président Talon est libre avec son option qu'il a. Donc de dire que je suis pro, je suis pas pro, c'est pas ça notre problème. Nous, c'est notre position qui m'intéresse. C'est le bloc républicain dont je suis membre et je sais notre position et c'est ça que je peux défendre. André Okunlola, voilà, vous avez fait le tour de tous ces sujets-là avec nous et même suivi la séquence invité surprise avec nous. Et là, nous allons vous laisser, on va dire, la possibilité de résumer, de conclure cette émission-là avec ce qu'on appelle communément le dernier mot, bien évidemment, de l'émission. Oui, merci bien, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord vous remercier de me permettre donc d'échanger avec vous et de donner mon point de vue par rapport à toutes les questions donc, de ces dernières heures et que les citoyens, les concitoyens puissent suivre. Je voudrais finir en disant que aujourd'hui, l'Assemblée nationale a pris des initiatives et a voté une loi. Et cette loi-là est en application. Nous sommes dans un système démocratique. Force doit rester à la loi. Et c'est cette loi-là qui est en application. Donc, c'est à l'application de cette loi que le processus électoral a été conduit et nous sommes au résultat que tout le monde connaît. Nous déplorons, mais c'est légal. Le processus ne peut que se continuer parce que notre pays étant un système démocratique et un exemple, on ne peut pas rentrer dans le vide juridique. Mais je regrette que, dans le souci donc d'améliorer cette participation, que le consensus n'est pas établi à l'Assemblée nationale parce que, vous savez, pour avoir ce consensus, on a tout fait. Mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Donc c'est pourquoi nous déplorons que le truc reste au statu quo parce qu'on ne peut pas ne pas appliquer la loi. Donc nous continuons et je voudrais inviter les populations au calme et que nous allions aux élections dans la tranquillité et même vite les populations à se déplacer massivement aux urnes le 28 pour aller choisir parce que s'il y a déjà 2, ça veut dire qu'on a la possibilité de choix. Même si c'est 1, on peut dire bon, je ne choisis pas. C'est un choix aussi. C'est un choix aussi. Et ce n'est pas la première fois qu'on a vu ça au Bénin. En 2001, nous l'avons fait. Nous avons choisi et le Bénin n'est pas tombé. Où le président Kérékou était en tête. Le président Soglo a refusé. Il a démissionné. Le président Mbouidi a démissionné. Et c'est un de ses membres du gouvernement, le président Amossou, qui est allé aux élections avec lui. Au deuxième tour, on a voté. Le Bénin n'est pas tombé. Le Bénin ne tombera pas le 28 avril. Et je pense que nous sommes tous les enfants du Bénin. Nous allons nous donner la main pour que la sérénité revienne dans la maison, qu'il ait le calme et la paix pour que le Bénin puisse sortir grand donc de ces élections-là. Que le Bénin étonne encore une fois, parce que tous ceux qui prônent la guerre là, ça ne fera rien de bon pour notre pays. J'invite nos populations à ne pas céder aux mensonges des réseaux sociaux. Parce que hier, on a dit partout, on a pris des images des pays donc de ce qui s'est passé dans les autres pays pour montrer que à Cotonou, à la Sénat, c'est la guerre, on est en train de tirer pour émeuter, donc pour faire peur à nos populations dans les milieux ruraux. C'est faux. Rien ne s'est passé à Cotonou et rien ne se passera, si plaît à Dieu. C'est dans la paix qu'on fera les élections. Que personne n'ait peur. Nous sommes tous les enfants du Bénin et je crois que c'est dans la sérénité qu'on fera ces élections et que le meilleur gagne. Merci beaucoup, André Okunlola, donc membre du bureau de son bloc, le bloc républicain. Merci d'être passé chez nous en 90 minutes, aborder les enjeux actuels et aussi revenir sur le consensus électoral, sans oublier aussi d'avoir rappelé les conditions dans lesquelles la question du système partisan a été introduite dans le débat national. Benjamin Avlessi, entre-temps, est passé aussi dans cette émission, notre invité surprise. Merci à lui, merci à chacun et à tous de nous avoir reçus. À dimanche prochain pour l'entretien de dimanche.